Située entre mer et montagne, Barcelone bénéficie d'un emplacement privilégié où l'on respire en permanence un air de vacances. C'est cette cité grouillante et cosmopolite, dont les monuments avant-gardistes sont réputés dans le monde entier, que nous sommes allés découvrir l'été dernier. Nous vous proposons d'en refaire avec nous la visite à travers quelques-uns de ces lieux les plus emblématiques et les plus originaux. Barcelone, funky town. Barcelone with a handsome boy. Barcelone, what a pretty town. So much people, but nobody like you. C'est d'abord vers la Plaça de Catalunya que nous nous dirigeons. Centre nerveux de la ville, cette grande place unit le dédale des ruelles du quartier ancien et le quadrillage rigoureux des rues du quartier de l'Eixample construit au XIXe siècle. I wanna be with you. Whoa, oh, 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 oh. La Plaça de Catalunya est aussi le point de départ de l'avenue la plus célèbre de Barcelone, l'équivalent des Champs-Élysées à Paris, la très populaire Rambla. Cette voie principalement piétonne contient quelques curiosités, comme la Casa Bruno Quadros, ancien magasin de parapluies, remodelé à la fin du 19e dans le style Art déco, ou la mosaïque de Miro que piétinent chaque jour des milliers de passants. On y trouve également de nombreux kiosques à fleurs et le très animé marché de la Boqueria, véritable festival de couleurs, de senteurs et de sons qui stimule les cinq sens de tous ceux qui s'y aventurent. La Rambla longe le quartier le plus ancien de la ville, le Barri gothique, avec son labyrinthe de ruelles tout aussi grouillantes et ses nombreuses places comme la Plaça Reial agrémentée de palmiers royaux. Au bout de la Rambla, Christophe Colomb se dresse fièrement sur sa colonne, à l'endroit même où il débarqua à son retour d'Amérique. Réaménagé à l'occasion des JO de 92, le front de mer offre d'agréables promenades, aussi bien en direction de la colline de Montjuïc que vers le quartier de la Barceloneta et ses grandes plages de sable fin. Au pied des deux tours les plus hautes de Barcelone, une énorme sculpture en forme de poisson, El Texodor, marque l'entrée du port olympique. Non loin de là, le parc de la Ciutadella, créé à l'occasion de l'exposition universelle de 1888 sur le site d'une ancienne forteresse militaire, est aussi un lieu de flânerie aux allures plus romantiques. Au bout d'une grande allée, l'arc de triomphe de style néo-mudérar constituait l'une des principales portes d'entrée de l'exposition. Nous partons maintenant vers une autre forteresse militaire, bien visible celle-là, le château de Montjuïc, situé au sommet de la colline du même nom, à plus de 170 mètres d'altitude. Bastion défensif datant de 1640, le château de Montjuïc a connu une histoire mouvementée. C'est aujourd'hui un monument culturel qui abrite de nombreuses expositions ou concerts. Entouré de magnifiques parcs et jardins, c'est surtout un superbe balcon offrant une vue somptueuse sur toute la ville et ses principaux monuments. Ici, on aperçoit la Sagrada Familia toujours en construction, là la Torre Akbar achevée en 2005 et qui fait penser au Gherkin de Londres. Nous rejoignons à présent le quartier gothique pour aller visiter l'un de ses monuments les plus anciens, la cathédrale Sainte-Eulalie. L'édifice actuel a été construit entre 1298 et 1450, la façade quant à elle datant du 19e siècle. La cathédrale est flanquée d'un cloître assez original. Des palmiers y sont plantés et des oies s'ébattent tranquillement. Celles-ci sont au nombre de 13, chiffre correspondant à l'âge de Sainte-Eulalie lorsqu'elle fut martyrisée. L'intérieur est un exemple parfait du gothique catalan, composé de 3 nefs voûtées, sombres et élégantes, une abside et un faux transept. Si regarder la voûte d'une cathédrale gothique vous donne le tournis, alors évitez à tout prix la Sagrada Familia. L'impression de vertige prend ici une autre dimension, tant le gigantisme de ce monument des temps modernes est saisissant.
Point commun cependant avec les cathédrales du Moyen-Âge, la durée de construction. Les travaux du temple expiatoire de la Sagrada Familia ont débuté en 1882. Architecte hors du commun, Gaudí a conçu tous les plans de cette œuvre à la fois grandiose et minutieuse. Réalisée de son vivant, l'abside et la façade de la Nativité sont parmi les parties les plus anciennes de l'édifice. À l'opposé, la façade de la Passion, récemment construite, suit les caractéristiques du projet de Gaudí, mort en 1926, mais les sculptures dues à José María Subirach sont adaptées à l'esthétique moderne. Dès que l'on pénètre à l'intérieur, le regard est tout de suite attiré par la hauteur de la voûte qui culmine à 60 mètres au-dessus de la croisée. Nous avons sous les yeux un florilège de courbes et de surfaces, habituellement consignés dans les livres de mathématiques, tels que les chaînettes, les ellipsoïdes et autres hyperboloïdes. Les nouveaux vitraux, réalisés à partir de 1999 par les artistes Joan Villagro et José María Bonet, exprime à travers une symphonie de couleurs tout le symbolisme voulu par Gaudí. Le goût prononcé pour les formes géométriques originales se retrouve également dans le baldaquin heptagonal suspendu au-dessus de l'autel principal. Reposant dans la crypte, Gaudí continue d'inspirer les bâtisseurs et d'éblouir les visiteurs qui, d'après la maquette, peuvent se faire une idée de ce que sera ce temple des temps modernes une fois achevé. Avec la Sagrada Familia, nous avons entamé la visite du vaste quartier de l'Eixample, mot qui signifie extension en catalan. Nous poursuivons la découverte de cet ensemble d'îlots carrés avec le Passeig de Gràcia où se situent quelques-uns des immeubles modernistes les plus célèbres de Barcelone. Parmi ceux-ci, dans ce qui est parfois appelé le Carré d'Or, nous trouvons successivement la Casa Leo Morera, construite en 1864 et rénovée au goût de l'époque en 1902, la Casa Amatller, dont la façade évoque le style nordique, et juste à côté la Casa Batlló, fruit de l'imagination foisonnante de Gaudí. À quelques pas de là, tout aussi extravagante, la Casa Milà est une autre réalisation du grand architecte catalan. L'édifice offre une façade sculptée en forme de vague et des balcons couronnés d'acier forgés comme des algues. Aussi baptisé la Pedrera qui signifie la carrière, le bâtiment qui comporte 7 étages est quasiment dépourvu de ligne droite et est conçu sans mur porteur. Le toit est à lui tout seul avec ses sculptures tarabiscotées, aussi insolites que chimériques, une galerie d'art en plein air, soigneusement aménagée, avec la ville comme toile de fond. Dans les combles, on peut découvrir une fois de plus les courbes en forme de chaînette inversée qui permettent de minimiser les contraintes et dont Gaudí faisait grand usage dans ses constructions. La visite se termine dans un ancien appartement avec ses décorations et ses objets d'époque. Nous quittons la Pedrera pour rejoindre un autre ensemble architectural moderniste, l'hôpital de Sant Pau. Constitué de jardins et de pavillons de style mudéjar reliés aux différentes installations par des souterrains, il était d'un concept totalement innovant. Nous retrouvons maintenant une nouvelle fois Gaudí à travers une de ses réalisations les plus délirantes, le Parc Güell. Ce parc devait être à l'origine une cité-jardin commandée par son mécène Eusebi Güell pour la grande bourgeoisie de Barcelone, mais le coût de la construction s'avéra tellement élevé que seules 2 maisons et le parc furent achevés. Le point central est une immense place ovale, bordée d'un banc ondulé, couvert d'éclats de mosaïques provenant des déchets des usines de céramique. L'une des rares maisons construites fut acquise par Gaudí lui-même, qui y vécut jusqu'en 1925, date à laquelle il s'installa définitivement dans l'atelier de la Sagrada Familia. Signature du grand maître, une voûte de feuillage en forme de chaînette inversée agrémente le jardin de l'illustre propriétaire. L'intérieur de la maison, transformé en musée, dévoile le cadre intime dans lequel vivait l'architecte, ainsi que différents meubles et objets créés par l'artiste lui-même.
Le parc révèle la passion de Gaudí pour les formes de la nature et donne l'occasion d'une promenade singulière, voire onirique, tout en offrant de belles perspectives sur la ville. Située sous la grande place centrale, la salle hypostyle, formée de 86 colonnes, était à l'origine destinée à être le marché où les propriétaires pourraient s'approvisionner sans avoir besoin de descendre en ville. Juchée en haut de l'escalier qui conduit à cette forêt de pierre, la salamandre de mosaïque, près de laquelle nombre de touristes se font photographier, est devenue l'emblème de l'œuvre de Gaudí et même de Barcelone. À l'entrée du parc, les pavillons de gardiens donnent le ton. Le visiteur pénètre dans un monde fantastique où les maisons, avec leurs drôles de toits, semblent issues d'un conte de fées. Ce jardin extraordinaire a l'honneur de figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme 6 autres œuvres du grand artiste catalan. Nous terminons notre parcours moderniste par l'un de ses joyaux les plus somptueux, le Palais de la musique catalane, situé dans la vieille ville. Inauguré en 1908, c'est l'œuvre de l'architecte catalan Lluís Domènech i Montaner, qui, comme dans l'hôpital de Sant Pau, qu'il a aussi construit, a beaucoup innové aussi bien au niveau de la structure que de la décoration. Une guide nous en fait découvrir toutes les subtilités architecturales. Quelques notes échappées du grand orgue symphonique agrémentent la visite. De la musique classique à la musique du folklore catalan, il n'y a qu'un pas de sardane à faire pour passer de l'une à l'autre. Autre tradition de la culture populaire, les castels, grandes pyramides humaines, se dressent comme un signe de fierté du peuple catalan. Nous quittons à présent le quartier gothique pour rejoindre à nouveau la colline de Montjuïc, mais du côté de la place d'Espagne. C'est là que se trouve le Musée national d'art de Catalogne, inauguré en 1929 pour l'exposition universelle, tout comme le Pueblo espagnol, village en taille réelle regroupant les maisons typiques de toute l'Espagne. Serrées les unes contre les autres, 117 copies d'édifices représentant tous les styles architecturaux sont concentrées en un lieu unique et font voyager le visiteur dans toutes les régions d'Espagne, depuis la Galice, l'Aragon et la Catalogne, jusqu'à la Castille et l'Andalousie. Pour achever notre découverte de Barcelone, nous allons nous rendre au sommet de la colline Tibidabo qui domine la ville du haut de ses 512 mètres. Le voyage ne manque pas de charme avec le vieux tramway bleu, le plus vieux tramway d'Europe qui circule depuis 1901, puis le funiculaire qui, avec ses 1152 mètres de ligne, amène les voyageurs au pied de l'église du Sacré-Cœur. Commencée en 1902, la construction de cette basilique ne s'est terminée qu'en 1961 avec l'installation de la statue actuelle haute de 7,50 m. L'édifice est constitué d'une église supérieure de style néo-gothique et d'une crypte de style néo-byzantin abondamment décorée de mosaïques. Tibidabo, c'est aussi un parc d'attractions vieux de plus de 100 ans et surtout une extraordinaire terrasse d'observation offrant une vue époustouflante sur toute la ville et ses environs. Ces quelques images, loin d'avoir épuisé tous les trésors de la ville, suffisent à convaincre le visiteur que l'on a bien sous les yeux, au-delà du particularisme catalan, une cité qui a la dimension d'une capitale européenne.